On en vient aux affaires générales et notamment au compte administratif. Donc, comme vous le savez, le compte administratif étant géré sous ma responsabilité, je ne siégerai pas pendant l'étude de ce compte administratif. Je vais donc vous proposer que Daniel Prémel prenne la présidence de séance pour l'étude de cette délibération. Pas de difficulté, Daniel Prémel, à toi. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, il s'agit de la délibération 18-20-20-09 MA, donc concernant les comptes administratifs de l'État spécial du 18e arrondissement pour l'exercice donc 2019. Et je vais donner pour ça la parole à Karine Roland. Merci. Merci Daniel. Je précise que je me prête très volontiers à l'exercice en l'absence de Sarah Proust, mais que c'est elle qui vous présentera à l'avenir les délibérations budgétaires et notamment le budget supplémentaire en septembre prochain. La communication actuelle concerne donc la présentation du compte administratif, soit les dépenses effectives de l'année précédente, dites dépenses engagées dans le 18e. Donc il s'agit de voir sur la base de l'état spécial du 18e, notre budget, ce qui a été dépensé et comment. Pour le 18e arrondissement, en 2019, sur un montant total de crédit ouvert de quelques 13 935 000 euros, les dépenses mandatées s'élèvent à 12 425 000 euros. Les crédits à reporter, puisque vous voyez que tout n'a pas été dépensé, sont donc de 1,5 million d'euros. Je précise immédiatement qu'il s'agit là de l'état spécial, donc ce dont le maire dispose en propre et est ordonnateur de ces dépenses, auxquelles viennent s'ajouter, bien sûr, tout ce dont nous délibérons. On ne parle pas ici du budget général de la ville. Donc, sur le 1,5 million dont je viens de parler de crédits à reporter, plus de la moitié sont des reports dits libres d'emploi, c'est-à-dire que ces reliquats peuvent être dépensés librement en 2020 à la demande du maire. Ils sont relativement élevés cette année, je vais y revenir, dans les établissements de la petite enfance et dans les établissements scolaires. Concernant les établissements de petite enfance, cela s'explique d'une part par les dépenses alimentaires et de nettoyage du 4e trimestre 2019, qui n'ont pu être engagées et libérées, souvent parce que non facturées, et d'autre part par certains loyers 2019 qui ne seront appelés que cette année. Pour les établissements scolaires, le reliquat s'explique par des dépenses en fluide en deçà des prévisions de la direction concernée. Il peut s'agir de variations climatiques qui ne sont pas complètement anticipables, selon qu'il fait plus chaud ou plus froid notamment. Les dépenses de chauffage peuvent varier. Et par le retard pris dans l'ouverture de l'école du quartier Chapelle Internationale, l'école Eva Kochner. Les reports libres d'emploi ont été particulièrement utiles cette année puisqu'ils nous ont permis de libérer des crédits qui seront inscrits sur le budget supplémentaire dont je parlais tout à l'heure. Il vous sera présenté en septembre, mais sachez déjà qu'ils ont été redéployés dans des dépenses liées à la crise sanitaire. Je pense particulièrement aux équipements de protection, gel, hygiaphone, blouse, etc. pour 85 000 euros. 31 000 euros contre la fracture numérique des écoles, notamment achat d'ordinateurs, de tablettes, impression de devoirs, et 13 000 euros en soutien à des initiatives locales que vous connaissez tous bien ici, la table ouverte, Résonance, la plateforme de lutte contre les violences faites aux femmes, droit direct, j'en passe et des meilleurs. Pour ce qui est du compte administratif, si l'on rentre dans le détail, il se décompose en 3 dotations, 3 enveloppes, 2 dotations de fonctionnement, à savoir la dotation d'animation locale et la dotation de gestion locale, qui permet de financer le fonctionnement des équipements de proximité, notamment les dépenses de fluides, et une dotation d'investissement. La dotation de gestion locale est incontestablement le poste le plus important quantitativement de cet état spécial, puisqu'il s'élève à 11 838 000 euros pour 2019. Sur cette somme, nous avons actuellement mandaté 11 026 000 euros de dépenses, principalement des dépenses d'énergie. Viennent s'y ajouter des dépenses de fonctionnement. Pour la délégation de services publics des centres Paris Anime, 1,8 million d'euros.
Celle des espaces Paris Jeunes, 1,1 million d'euros. À cela vient s'ajouter le nettoyage des équipements de proximité, 743 000 euros. Les frais alimentaires pour les établissements de petite enfance, près de 700 000 euros. Et les fournitures scolaires, plus de 500 000 euros. La dotation d'animation locale, deuxième enveloppe, comprend quant à elle les crédits dits d'animation locale et culturelle. Ce sont des crédits qui permettent d'organiser des événements dans l'ensemble des quartiers, notamment les crédits relatifs au conseil de quartier et les crédits pour les travaux d'urgence dans les équipements de proximité. Les crédits ouverts pour la dotation d'animation locale étaient de 1,377 millions en 2019, sur lesquels la mairie du 18e a dépensé 1,133 millions d'euros en 2019. 57% ont été dédiés à des travaux d'entretien des équipements de proximité. Citons par exemple la réfection des cloisons de la crèche Carpeau ou la réparation des portes de secours de l'école maternelle du Ruisseau, voire la réfection de la façade de l'école maternelle du 51 rue du Département. L'autre moitié est consacrée à des dépenses d'information et d'animation locale, notamment le magazine municipal M18 et la dotation culturelle de proximité qui fonctionne, vous le savez, sur la base d'un appel à projet qui court toute l'année. Troisième enveloppe, la dotation d'investissement d'un montant un peu moindre. Les crédits ouverts pour les investissements en 2019 étaient de 719 890 euros. Seuls 265 958 euros ont été dépensés, ce qui s'explique notamment par l'effet de fin de mandature, les contraintes de la réserve électorale faisant que les directions sont particulièrement prudentes. Et on ne peut que les en féliciter, les en remercier. Citons tout de même sur le montant dépensé, donc je le disais, 265 958 euros, le local courrier de la mairie du 18e qui a bénéficié d'une nouvelle ventilation, la création de points informatiques et téléphonie dans l'ancien tribunal pour accueillir un relais de la maison de la vie des associations et des citoyens, de la vie associative et des citoyens, ou la réfection de la biberonnerie de la crèche Joseph de Maistre. Voilà pour le compte administratif. Je vous propose de bien vouloir en délibérer. Oui. Y a-t-il peut-être des observations ? Oui, s'il vous plaît. Monsieur Cranier. Merci. Merci. Le compte administratif symbolisant pour nous un élément fort qui amènera tous les Parisiens à payer toujours plus. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. D'autres ? Non. Bon. Merci beaucoup. Alors, pour des raisons différentes, nous, on ne va pas participer au vote. Il y a un certain nombre de sujets que nous soutenons, évidemment, qui sont des dépenses d'intérêt général, mais évidemment, comme nous pourrions aussi réorienter, si nous étions en responsabilité, certaines dépenses, c'est pour cette raison que nous n'allons pas participer au vote. D'autres observations ? Que j'oublie personne ? Bon, je vous propose donc de délibérer. Qui est pour ? Oui, qui est contre ? Abstient. Et NPPV. Oui. Ne participe pas au vote. Notre groupe, oui. Merci. Je vous propose donc de reprendre notre séance et d'appeler Monsieur le maire. On en vient à un certain nombre de délibérations qui concernent là encore ce qu'on appelle les affaires générales, c'est-à-dire des sujets gérés directement par la mairie d'arrondissement qui devrait être rapportés par Sarah Proust, qui n'est pas là exceptionnellement aujourd'hui, donc je me propose de vous en dire un mot et de vous demander de m'autoriser à signer des conventions d'occupation temporaire de salles de la mairie. Vous savez que les salles de la mairie sont mises à disposition
bien sûr gratuitement des acteurs locaux, mais elles sont aussi louées à des acteurs du monde économique, assez peu parce que nous sommes amenés à mettre souvent à disposition gratuitement les salles. Et donc la quasi-totalité et en gros ça concerne la salle des fêtes et essentiellement et la salle Poulbeau un peu. La quasi-totalité des mises à disposition sont gratuites, mais il faut néanmoins prévoir un barème de paiement pour les salles que nous louons. Et donc je vous invite à voter cette délibération qui habituellement ne pose pas de problème, pas de difficulté. Unanimité, je vous en remercie. Je dois aussi vous communiquer le bilan annuel de les mises à disposition de ces salles. Donc, c'est assez simple là encore. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2019, l'utilisation des salles de la mairie a été très intense. 196 mises à disposition, surtout la salle des fêtes à 89 reprises et puis la salle Poulbeau à 36 reprises. La quasi-totalité de ces mises à disposition, comme je vous le disais, sont gratuites. Seulement 13 ont été payantes, c'est-à-dire quelques événements organisés et surtout des locations pour des vins d'honneur de mariage. Les 5 785 € de recettes alimentent les fonds du maire. Pour ceux qui se rappellent, c'est moins que les années précédentes, mais nous n'avons pas eu de tournage cette année dans la mairie. Pour le reste, 48% des bénéficiaires sont les associations, 32% les services municipaux et 10% les établissements scolaires. Voilà le bilan qu'on peut faire. Je veux redire ici, puisque nous sommes en début de mandature, que j'ai bien l'intention de continuer à faire en sorte que la mairie soit un lieu où l'on se réunisse, où l'on vienne souvent, que beaucoup d'écoles et d'associations puissent trouver dans nos murs des lieux pour se réunir. C'est vrai que ça réduit forcément les mises à disposition payantes, qui sont quand même fort utiles, puisqu'elles nous permettent de financer un certain nombre d'autres projets. Mais je pense que la difficulté de trouver des salles dans Paris est telle que c'est normal qu'on la mette au maximum à disposition aux acteurs locaux, et ils y tiennent beaucoup. Voilà pour ce qui est de cette communication. J'en viens à la délibération suivante qui concerne l'attribution du contrat de délégation de service public de l'Arena Porte de la Chapelle. Je vous rappelle que comme nous nous y sommes engagés, nous sommes en train de travailler à la création de l'Arena qui prendra place à la porte de la Chapelle. Il faut bien sûr construire cet outil et c'est en cours, mais il faudra ensuite le faire fonctionner au quotidien. Et c'est l'objet de cette délibération qui porte donc sur l'exploitation de l'Arena à la porte de la Chapelle. Et je pense que ça a beaucoup de sens d'essayer d'attribuer en même temps le marché de construction et de choisir l'équipe qui sera animée, en faire l'animation pour qu'ils puissent avoir ce dialogue et nous permettre d'ores et déjà d'avoir un outil directement opérationnel et faire travailler ceux qui auront à le gérer est souvent une bonne façon d'éviter les problèmes. Je vous rappelle que l'Arena présentera une grande salle de 8000 places assises environ, un espace dédié à un club en résidence qui sera Paris Basket. Le basket aura enfin à Paris un lieu dédié et une équipe à la hauteur des ambitions de Paris pour ce qui est d'un sport qui est quand même très populaire, notamment dans le nord-est parisien. Et puis 2 gymnases dédiés au sport de proximité avec des locaux complémentaires, avec un objectif, c'est que l'équipement soit tourné au quotidien auprès du quartier, que l'équipement ne soit pas ouvert qu'au moment des grands matchs ou des spectacles, mais qu'il soit ouvert tous les jours. Et c'est l'ambition des 2 salles de sport et des locaux complémentaires qui vont permettre au lieu de vivre tous les jours et donc d'apporter aux habitants du quartier et puis à tous les Parisiens une offre beaucoup plus intéressante. Et c'est l'objet de cette délibération que je vous invite à voter, mais je sais qu'avant ça, il y a des demandes de prise de parole. Donc, Émile Meunier, Barbara Gomez et Rudolf Granier. Merci, Monsieur le maire. En préambule, je tiens à rappeler que les écologistes ont toujours soutenu le projet d'un centre sportif et d'une salle de spectacle digne de ce nom, Porte de la Chapelle. Pour nous, c'est vital pour le quartier, mais pas seulement, pour tout le nord-est parisien et également pour les villes limitrophes, puisqu'on doit se penser à l'échelle métropolitaine. Ceci étant dit, vous avez rappelé l'enjeu du contrat, ce n'est pas tant le bâtiment que son exploitation, puisque la mairie va déléguer l'exploitation
de ce centre sportif et de cette salle de spectacle à une société privée, en l'occurrence la société d'exploitation du Palais Omnisport de Paris-Bercy, qui aura donc la charge d'organiser pour 10 ans les événements dans cette salle. Avec Mme Siafa, notre adjoint au sport, on a évidemment étudié le contrat avec attention, les 96 pages, les annexes, et je dois vous dire qu'il n'est pas satisfaisant. Je vais vous épargner une lecture commentée article par article, mais nous avons presque un grief à chaque page. La programmation sportive, pour commencer, nous apparaît totalement déséquilibrée. Sur 365 jours de l'année, seuls 35 sont consacrés à l'équipe présidente de basket et 16 à des événements sportifs nationaux et internationaux. Un simple produit en croix, ça fait 14% du temps consacré au sport, dans la grande salle, évidemment, de 5000 à 8000 places. On ne peut pas, dès lors, dire qu'on veut un grand centre sportif qui rayonne à Paris et dans le nord de l'arrondissement, si en réalité, il s'agit davantage d'une salle de spectacle. Pour nous, il faut donc rééquilibrer la programmation. Autre point problématique parmi les nombreux points, le naming. C'est une pratique qui consiste en fait à offrir, à vendre le nom du lieu à un sponsor. On pense par exemple à l'Accor Hôtel Arena. Nous, écologistes, ne voulons pas que demain, cette arena s'appelle Burger King Arena. Imaginez une seconde que la tête des supporters du Paris Saint-Germain, si demain les Parcs des Princes devaient s'appeler Fly Emirates Stadium. C'est ça dont il s'agit. Et en plus, la ville devra financer à son compte les panneaux d'indication pour aller au stade. Je ne sais pas d'ailleurs, depuis Opéra, où on va voir comme ça des Burger King Arena. Pour nous, ça n'est pas possible, c'est de la marchandisation de la ville. Ce n'est pas le projet de société que l'on souhaite. L'intégration dans le quartier est insatisfaisante. Nous ne voyons nulle part dans le contrat des clauses sociales, un projet avec les habitants et les habitantes. On pense par exemple à des emplois qui pourraient être réservés pour les jeunes du quartier ou, encore une fois, de la banlieue. On pense aussi à des contrats qui pourraient être passés en priorité avec des entreprises de l'arrondissement du nord-est parisien, en particulier aux entreprises qui me sont chères de l'ESS. Le compte n'y est pas. J'arrive enfin sur les clauses environnementales. Et là, je dois vous dire mon incompréhension. On a rédigé un plan climat ambitieux qui couvre tous les segments de la vie de société, les bâtiments, l'alimentation, la mobilité, etc., le zéro déchet, etc. Je m'attendais, dans un contrat préparé par les services de la ville de Paris, à retrouver dans les clauses environnementales les normes qu'on a nous-mêmes décidé de mettre en place dans le plan climat de Paris. Au lieu de ça, l'article 25, je ne sais plus quel point, renvoie à une charte des événements sportifs qui a été signée en 2017, préparée par le ministère des Sports, qui est une écologie, on va dire, à la sauce, pardon pour la polémique, La République En Marche, qui veut dire concrètement que les ambitions n'y sont pas du tout. Je vous donne quelques exemples. Sur les énergies renouvelables, le contrat stipule 20%. 20% d'approvisionnement en énergie renouvelable. Problème, le plan climat, on demande 60%. C'est la même chose sur les zéro déchets. Je ne vous parle pas de la lutte contre le plastique à usage unique. La mairie a dit en 2024 plus de plastique à usage unique. Et là, on retrouve un vague objectif pour tendre vers la fin du plastique sans horizon, sans date. Là aussi, ça n'est pas satisfaisant selon nous. Alors je sais qu'on a interrogé l'adjoint au sport à la ville de Paris qui nous a apporté des éléments complémentaires, notamment sur les clauses sociales et l'intégration avec des contrats avec les jeunes du quartier, etc. Mais pour nous, ça n'est qu'un mail pour l'instant. Et là, on s'apprête à délibérer sur un contrat, et tant que ce n'est pas inscrit au contrat ou dans ses annexes, pour nous, on ne peut pas l'approuver.
Donc nous demandons le retrait. Nous demandons le retrait, mais attention, on n'est pas contre ce projet. On n'est pas contre ce projet sportif qui pour nous est important. On pense néanmoins qu'on n'est pas à 3 mois près. Les travaux peuvent commencer, les grosses œuvres peuvent commencer. L'exploitant aura son mot à dire sur comment est-ce qu'on va aménager le lieu, mais encore une fois, on n'est pas à 3 mois près. Ça peut attendre le prochain Conseil de Paris. Donc c'est une invitation à améliorer les clauses du contrat. J'en ai soulevé quelques-unes. On pourra vous faire une note qu'on transmettra évidemment, qui soulève tous les points qui, selon nous, peuvent être améliorés. Et on ne doute pas que collectivement, on aura à cœur d'améliorer ce contrat pour les Parisiens et les Parisiennes. Je voudrais quand même terminer mon propos. Je suis nouveau ici et je vous avoue que j'étais peut-être un peu naïf en pensant qu'on avait fait un plan climat ambitieux et que tout le monde allait se saisir de ça pour pouvoir améliorer partout dans son action, dans tous les leviers de politique publique, faire avancer les choses. Et ce que je propose, c'est que peut-être on trouve un moyen de sensibiliser davantage et les services et les élus, peut-être sous la forme de formation, pour pouvoir ensuite décliner ce plan dans tous les aspects de nos travaux au quotidien. Je vous remercie. Merci. Je répondrai à un certain nombre d'éléments à l'issue de la discussion. Barbara Gomez. Là, merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, effectivement, donc, il s'agit d'intervenir sur cette autorisation de contrat de délégation de service public à l'Arena Porte de la Chapelle. Alors, c'est grâce, ce que j'aimerais dire, c'est quand même grâce à la SEM, qui a 50% public, nous avons la possibilité de faire intervenir un professionnel effectivement du spectacle et de l'entertainment de manière générale, tout en maîtrisant l'action publique, ce qui est, à notre sens, primordial, la maîtrise de l'action publique. Évidemment, il y a des réserves, il faudra être très très vigilant sur les clauses sociales et sur les clauses environnementales. Il faudra aussi être vigilant sur les questions de naming. Je ne reviendrai pas sur ce que c'est, puisque tu l'as très bien expliqué par ailleurs. Nous considérons avec le groupe communiste Génération et Citoyens qu'il s'agit effectivement d'une marchandisation du sport et de l'espace public. Donc il faudra être très vigilant. Et d'ailleurs, sur les questions de l'espace public, c'est pas forcément la question tout de suite, mais on peut tout de suite aussi se dire toutes et tous qu'il faudra être attentif à la façon dont on va organiser cet espace-là et impulser pour qu'il y ait des commerces locaux de proximité, ESS, circuits courts, cuisine du monde qui puissent intervenir et gérer cet espace public de façon intéressante, que ce soit socialement ou écologiquement, en mettant en avant donc des commerces dont nous partageons aussi la façon de faire et les valeurs. Pour autant, comme je le disais, dans la mesure où il s'agit de se concentrer sur cette autorisation et que ces questions reviendront aussi au Conseil de Paris et seront examinées dans les détails, pour l'instant, nous votons en tout cas pour, tout en disant évidemment que nous serons vigilants sur l'ensemble des questions qui ont été évoquées. Merci, Monsieur Granier. Pardon, merci Monsieur le maire. Je notais au sein de cette auguste assemblée les critiques et les remarques du groupe écolo que je partage totalement. Sauf pour le naming, au pire des cas, ce serait Qatar Airways et pas Emirates, qui a déjà conclu un partenariat de 5 ans avec le PSG. Ma question ne portera pas sur l'équilibre économique global du contrat qui paraît bonne à questionner, et ce sera l'objet, j'imagine, au Conseil de Paris, mais plutôt sur l'intégration dans le quartier. On a soi-disant une seule et unique réponse d'un soi-disant expert en la matière avec la SEM du POPB qui intègre par exemple le parvis, alors que ça ne figure pas du tout dans le dossier pour l'aménager et que ça relève de la ZAC. Quand on lui demande des garanties pour viser une meilleure intégration dans le quartier, ce qui est à mon avis l'objet essentiel de ma remarque au cours des 4-5 audiences complémentaires pour préciser le projet de la SEM POPB, il est évoqué l'intervention du grand réservoir qui est spécialiste dans la création de lieux de vie urbains et innovants. Je laisse à votre sagacité
la définition de lieu de vie urbain et innovant. En tout cas, c'est un acteur privé qui va intervenir encore une fois là-dessus, et c'est le seul complément qui a été trouvé pour une meilleure intégration dans le quartier de la part de la SEM POPB qui sera en charge de l'animation. Je regrette également, pour rebondir sur les propos de mon collègue Meunier, la programmation qui en réalité, alors les 14% je ne les avais pas sur les animations de sports nationaux et de matchs d'envergure nationale ou internationale. Mais en tout cas, il y a quasiment moins de la moitié qui sera en disponibilité pour les quartiers. Je mets de côté les locaux complémentaires qui sont aussi hors sol par rapport peut-être aux besoins du quartier, notamment en termes d'emploi. Je n'ai pas très bien compris ce qu'était la téléphonie mobile qui est venue les sociétés de téléphonie mobile qui sont venues en cours d'examen du dossier. En tout état de cause, on peut se féliciter de 2 stades, et donc 1 de plus et 2 rénovés pour le 18e arrondissement. Mais en tout cas, je pense qu'on aurait eu matière à aller un petit peu plus loin en termes d'intégration pour le 18e arrondissement au niveau local. En conséquence de quoi, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Merci pour ces éléments. Je vais donner quelques éléments de réponse et quelques éléments de méthodologie pour la suite. D'abord, rassurer Émile Meunier sur la programmation sportive. Ce qui est prévu, c'est les dates pour le club résident. Rien n'interdit, loin s'en faut, que, comme c'est d'ailleurs le cas dans l'ensemble des arénas de toute la France, qu'il y ait une programmation sportive en dehors de l'équipe présidente. Heureusement, l'équipe présidente, elle n'a pas besoin, elle ne fait pas des matchs toutes les semaines, et donc elle n'a pas besoin de plus de dates que ça. Mais par contre, oui, l'idée qu'il puisse y avoir une programmation sportive compte. Cela dit, et ça fait partie des engagements et des discussions que nous avons eues dans le cadre de toute la concertation sur l'aménagement de cet équipement. Il y a une demande importante aussi des habitants de la Porte de la Chapelle que l'Arena ne soit pas que sportive. Et pour le coup, le fait qu'il puisse y avoir une programmation culturelle dense, et oui, des spectacles, fait partie des demandes importantes des habitants. Beaucoup aiment le sport, beaucoup adorent le basket, beaucoup souhaitent aussi pouvoir aller au concert dans ces lieux. Et dans la façon dont les habitants voient l'Arena, et je partage cette vision-là, ils ne la voient pas comme uniquement un élément de programmation sportive, où ils ne les voient pas uniquement comme un élément pour faire du sport, ou plutôt pour aller regarder le sport. Ils le voient aussi comme un équipement qui est ouvert, bien sûr sur le quartier, mais aussi qui amène dans le quartier un public différent qui pourrait venir enfin à la Porte de la Chapelle pour faire quelque chose. Et dans ce faire quelque chose, il y a regarder du sport, il peut y avoir aussi assister à des spectacles, vivre des moments de culture. Et ce sont des éléments qui comptent beaucoup. Et donc moi, le fait que la programmation ne soit pas que sportive, je le revendique. Et je pense que je peux le faire au nom des habitants du 18e. On en a suffisamment parlé avec eux pour pouvoir le faire, en tout cas pour ceux qui habitent dans ce quartier-là. La question qui est posée par les uns et par les autres sur la question de l'intégration au quartier est évidemment la question centrale. Aussi bien dans le modèle économique qui va être développé par l'opérateur, que dans la programmation des salles et que dans la programmation de l'extérieur. Alors, comme M. Granier l'a très bien dit, l'extérieur à ce stade ne rentre pas dans le cadre de la délégation. Et c'est un travail que nous aurons à faire, nous, et ce sera beaucoup le rôle de la mairie d'arrondissement et de mon équipe, de faire en sorte qu'une fois qu'il sera désigné, nous puissions travailler avec le délégataire pour ce qui se passera à l'extérieur de l'Arena. Mais c'est aujourd'hui bien sûr pas dans le contrat, puisque le parvis ne figure pas dans l'emprise de la délégation de service public, mais on a beaucoup parlé dans l'ensemble de cette préparation, donc pas avec le délégataire puisqu'il n'est pas défini, mais avec l'ensemble des acteurs sur la nécessité de faire vivre ce parvis. Un parvis dans un quartier comme ça, c'est une grande chance, c'est aussi un peu un risque. Et donc si on veut qu'il soit bien occupé, il faudra qu'on puisse y travailler. Idem sur les questions de l'emploi, tout ne peut bien sûr pas rentrer dans le contrat, mais nous serons avec Gabriel, avec AFAF, évidemment très attentifs, comme on l'est d'ailleurs sur Métro, comme on l'est d'ailleurs sur Sogaris, sur le fait qu'il puisse y avoir un impact, y compris sur l'emploi et y compris sur l'emploi local. Et je pense de toute façon que ce sera aussi l'intérêt du délégataire. Et je veux redire que je souhaite que se mette en place un comité de programmation qui nous permettra, y compris nous, la mairie d'arrondissement, de peser sur l'ensemble de cet environnement. Bien sûr c'est comme toujours sur un contrat. On définit les éléments minimums.
rien n'interdit de faire mieux. Et en général, on finit par faire mieux. D'ailleurs, je rappelle que pour ce qui est du respect du plan climat, l'aspect bâtimentaire, lui, est très au-dessus des moyennes. Et donc, on aura de toute façon un outil important là-dessus. Mais je suis complètement d'accord avec Émile Meunier. Il faudra qu'on continue à travailler, à challenger l'ensemble de ce qui est mis. Quand on fait une DSP, c'est pas on vote et tout s'arrête. C'est on entame un travail avec un délégataire et on continue à travailler avec lui tout le long du contrat pour faire en sorte qu'on puisse aller le plus haut possible sur l'ensemble de ces critères. Et je pense que notamment le comité de programmation devra avoir son mot à dire, mais on verra comment on le monte le moment venu. Il y a la demande qui a été faite par le groupe écologiste que cette délibération soit retirée de l'ordre du jour du Conseil de Paris. J'entends cette demande. Je sais que des discussions ont lieu. Je pense que c'est la bonne échelle pour que ces discussions aient lieu, puisque l'Arena est un équipement qui sera physiquement dans le 18e, mais c'est évidemment un équipement qui a une dimension beaucoup plus large que le 18e. Donc moi, je ne sais pas ce que seront les décisions qui seront prises par la maire de Paris quant au fait de l'inscrire ou pas. Moi, je considère que l'état dans lequel aujourd'hui est le contrat nous permet de le voter, mais si, bien sûr, il est souhaité, décidé par le Conseil de Paris de se laisser plus de temps, j'en serais très heureux aussi. Mais je pense que cette discussion-là, vous l'aurez, et si j'y suis invité, j'y participerai bien sûr au bon niveau, c'est-à-dire d'abord en commission, et puis d'ici jeudi ou vendredi, je ne sais pas quand est-ce que tout ça va être décidé au Conseil de Paris, mais je considère que c'est, pour le coup, s'agissant d'un équipement parisien, à l'équipe parisienne et à la maire de Paris, enfin, ou je ne sais pas si c'est Pierre Rabadan ou Paul Simondon qui suit ça, mais enfin en tout cas à l'équipe de la maire de Paris d'en décider. Et je ne considère pas qu'il serait légitime que moi de mon côté je prenne cette décision de retrait en leur nom, sachant que je crois, même si c'est vrai qu'il y a sûrement une possibilité de prendre encore un peu de temps, qu'il est très utile, et je crois que c'est la première fois que nous puissions travailler en même temps sur le bâti et sur ce qui se passera à l'intérieur du bâti. Voilà pourquoi je vous propose de ne pas retirer à ce stade la délibération, que nous puissions la voter et qu'ensuite le Conseil de Paris s'en saisisse dans les conditions dans lesquelles les discussions entre les différents groupes se feront, et je serai bien sûr tout à fait disponible ou disposé, quelle que soit la décision qui sera prise au Conseil de Paris, pour continuer à travailler sur l'ensemble de ces sujets. Et donc, je vais, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, alors, Monsieur Bournazel, puis Madame Bou, et puis ensuite on va passer au vote. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Juste intervenir après avoir écouté les échanges. Bon, effectivement, sur les questions environnementales, il y a beaucoup à faire. Je pense que soit la ville de Paris décide de se donner un peu plus de temps, et à ce moment-là, le dossier pourra être travaillé, mais il n'est pas encore impossible d'augmenter. Dans le cadre du travail du cahier des charges, il n'est pas encore impossible d'augmenter les normes, notamment environnementales. Et ça, c'est une idée qui est portée par différents groupes autour de la table, et donc je pense que ce sont des éléments qui peuvent avancer dans l'intérêt général. En revanche, sur la question évoquée de l'utilisation future Arena, là, j'irai plutôt dans le sens du maire, parce qu'il faut trouver un modèle. Et donc, une salle de sport peut aussi être une salle ouverte à d'autres activités que le sport, et notamment la culture et les spectacles. Là, vous avez parfaitement raison. Ce sont des demandes partagées par des habitants, mais c'est aussi une réalité. Aujourd'hui, quand on construit dans les collectivités un certain nombre d'équipements, ils ont des vocations très différentes, et donc elles peuvent être sportives. Il faut évidemment qu'il y ait de l'accès pour les habitants, il faut les clubs locaux, il y a le national, tout ce que vous voulez, et puis il y a aussi d'autres activités, et ces transformations se font assez facilement maintenant. Ça, c'est important. En revanche, il y a quelque chose qui m'a inquiété dans votre intervention, Monsieur le maire, c'est lorsque vous avez dit, peut-être est-ce une erreur de langage, mais vous avez dit, s'il y a une discussion d'ici jeudi, peut-être que ce sera retiré, et j'y serai si vous m'y invitiez. Je suis quand même assez étonné, vous êtes le maire du 18e arrondissement. Ici, nous débattons d'un certain nombre de sujets. J'espère que dans les décisions qui sont prises par la ville de Paris, concernant aussi un équipement du 18e, le maire d'arrondissement, qui a été élu au suffrage universel, y participe. Je vous rassure tout de suite, je parlais des réunions physiques entre les groupes, évidemment que dans le dialogue permanent avec l'hôtel de ville, je vous rassure, j'ai toute votre place. Anne-Claire Boux, et puis on passe au vote. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je m'inscrirai dans le prolongement de l'intervention d'Émile Meunier, en rappelant que les écologistes sur le fond soutiennent ce projet. C'est un projet qui amènera
du mieux à la Porte de la Chapelle. Ce quartier est compliqué. On a besoin d'une nouvelle respiration. Cependant, on est exigeant sur le projet qui sera installé à cet endroit-là parce que la Porte de la Chapelle est en effet un quartier où il y a beaucoup de difficultés et du coup, on estime qu'il vaut mieux prendre quelques semaines de plus pour pouvoir avoir un plus haut niveau d'accessibilité, de l'espace, de normes environnementales, de solidité du modèle économique, puisqu'aujourd'hui aussi on a un pacte d'actionnaires qui fait que si le club a des déficits, c'est la ville qui assume les pertes et non pas l'opérateur privé. Donc on a un certain nombre de questions qu'on souhaite mettre sur la table. J'entends aussi qu'il y a un certain nombre de réserves de plusieurs groupes et j'entends de dire on le réglera après. Quand un contrat est signé, on n'a plus de rapport de force après. Donc à la rigueur, il n'y aurait que quelques petites réserves. On pourrait se dire oui, on va discuter. Il y a quand même un certain nombre de réserves, que ce soit sur le modèle économique, sur les normes environnementales, sur l'accessibilité du lieu, qui font qu'aujourd'hui, sur le naming, qui font qu'aujourd'hui, ça paraît quand même compliqué de se dire qu'on va pouvoir revenir en arrière une fois que le contrat sera signé. Donc aujourd'hui, on veut que le dossier il avance, on veut que l'ARENA soit là dans les temps, mais on a quand même peut-être 3 semaines pour pouvoir améliorer ce dossier et faire un équipement à la hauteur du quartier, de ce qu'attend le quartier et des besoins du quartier. Merci. Bien, moi, je sais qu'on va faire un équipement qui sera à la hauteur des attentes du quartier et je sais que le travail qu'on va faire nous va nous y permettre. Je ne suis pas intervenu sur la question du naming, j'ai oublié de le faire. Je sais que c'est un débat permanent entre nous, donc ce n'est pas ici non plus qu'on le réglera. Voilà, il y a des discussions qui sont en cours. Je considère que ce n'est pas au conseil d'arrondissement de mettre un terme ou de prendre la main sur le niveau de cette discussion, parce que c'est un équipement du 18e, mais ce n'est pas un équipement que pour le 18e. Donc je propose que nous adoptions ici cette délibération, que les discussions continuent. Mais moi, j'ai toute confiance, d'abord dans l'opérateur, qui n'est pas vraiment un opérateur privé. Soyons honnêtes, on n'est pas chez un grand tourneur. Et je pense que c'est aussi une garantie que ce soit un opérateur dont le capital est quand même très largement public, qui puisse être acteur de ce projet, dans lequel des élus de la ville de Paris sont membres du conseil d'administration depuis très longtemps et qui, je crois, a fait ses preuves sur un autre site de sa capacité d'écoute et d'entente. Et honnêtement, les choses auraient peut-être été différentes si un autre opérateur, à l'issue de la discussion, avait eu lieu. Là, on est quand même en pleine conscience, en pleine confiance, et en pleine conscience, mais en pleine confiance surtout, avec un opérateur qui n'est pas complètement détaché et qui n'est pas incontrôlé par la ville et par nous. Et je vous propose qu'on passe alors Christophe Gérard, et puis il faut vraiment qu'on avance, il est déjà... Non, mais c'est rapide, moi. Simplement, je plaide pour qu'on n'utilise pas le mot « naming », mais que l'on parle de dénomination et d'appellation. Je le dis surtout pour les jeunes générations. Merci. Tout à fait. Alors, je vais soumettre aux voix cette délibération. Donc levez-la bien les mains. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? En fait, c'est les groupes 1, donc on connaît un tout petit peu les totaux. Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. On en vient à une installation photovoltaïque, celle de la Alpajol. Nous devons transférer le contrat de revente de l'électricité à une structure qui s'appelle Enerco. J'en profite pour redonner des éléments d'information sur cette toiture qui contient 2000 panneaux solaires de 2 types différents. Des panneaux solaires photovoltaïques qui captent la lumière du rayonnement solaire pour en produire une énergie qui est revendue à ERDF et qui fonctionne. Et dont le prestataire d'exploitation jusqu'à maintenant était SolarVip et donc qui est proposé d'être transféré à cette société qui s'appelle Enerco. Et puis des panneaux solaires thermiques qui captent la chaleur du rayonnement solaire pour produire de l'énergie directement utilisée par le bâtiment pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Ces panneaux ont fonctionné peu de temps. Ils ont lâché après le premier été puisqu'ils étaient en surtension. Un travail d'expertise a eu lieu, a conclu à la mise en place d'un désurchauffeur qui a été installé à l'automne 2018, mais une fois qu'il a été mis en place, donc ce désurchauffeur, a été constaté d'importantes fuites sur le réseau de distribution qui n'avaient pas été repérées avant, et donc il y a un sinistre en cours et un travail avec l'assureur pour reprendre ces éléments et que ces panneaux solaires thermiques, eux aussi,
puisse fonctionner. Mais en l'occurrence, la délibération consiste uniquement à transférer le contrat de revente d'électricité à la société Enerco. Je vais, avant de soumettre aux voix cette délibération, proposer à ceux qui le souhaitent de prendre la parole. Gérald Briand. Oui, monsieur le maire, c'est une explication de vote, donc nous allons nous abstenir sur cette délibération au nom des communistes et Génération. Pourquoi l'abstention? Parce qu'à la fois, évidemment, il fallait changer, passer par cette coopérative, pour nous, n'est pas évidemment la pire des choses qui soit, sauf qu'aujourd'hui, ça concourt à continuer quand même à démanteler le réseau de l'énergie et les services publics de l'énergie. Donc c'est pour cette raison que nous allons nous abstenir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole, Monsieur Granier? Oui, juste, Monsieur le maire, vous précisez énormément de choses sur l'exploitant actuel, mais pas pourquoi, du coup, on transfère à une autre société, voire en expliquant très clairement que la première ne fonctionne pas du tout, enfin, sur la revente, pardon, l'exploitant, excusez-moi, ça fonctionne, il y a beaucoup de difficultés, dirons-nous, mais l'idée de transférer la structure pour la revente d'énergie, vous n'avez rien dit là-dessus, pourquoi faut-il choisir une autre société? Mais parce qu'on remet, comme toujours, enfin, on remet le contrat. On parle bien de la revente. Hein. La production d'énergie, elle fonctionne. Elle passait par SolarVip, elle passe maintenant à Enerco. Honnêtement, il faudrait que je vérifie quelles en sont les raisons. Je rappelle qu'Enerco est une SCIC. Donc on est dans un groupement qui est non pas directement ERDF, société publique, mais enfin qui est quand même une structure très qualitative et de l'économie sociale et solidaire. Sur ces éléments-là, pas d'autres demandes de prise de parole. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie.